Bien, alors aujourd'hui, d'abord nous, l'écologie, on l'a définie comme étant une science intégrée. Cet aspect intégratif pour nous en écologie est très important dans la mesure où elle est devenue une science qui s'ouvre à beaucoup d'autres sciences comme les mathématiques, les sciences sociales, parce que nous percevons ce qu'on appelle l'écosystème qui est l'essentiel de notre objet d'étude comme étant un ensemble d'éléments en interaction. Société, ressources naturelles et les activités des humains. Par conséquent, on considère cet ensemble-là comme étant un socio-écosystème. Et à partir de ce moment, on pense que l'écologie est une science intégrative, au-delà de la définition qu'on donne en général dans les classes comme étant une science qui étudie des interactions entre les êtres vivants et les humains. Donc, de manière globale, voilà comment je comprends l'écologie, scientifiquement parlant, par rapport aux enjeux de recherche et de développement. Mais si on devrait définir l'écologie en tant que manière de vivre, en tant que, disons, aspect politique, ça peut être aussi une option de défense de l'environnement, des causes de l'environnement, nobles de l'environnement, causes de la biodiversité, ou au-delà de ça, une manière de vivre que certaines personnes, par exemple, perçoivent comme étant leur façon de contribuer à lutter contre tout ce qui est dégradation de l'environnement qu'on connaît aujourd'hui. Voilà comment je peux percevoir la notion d'écologie globalement. Bien. Alors, les crises écologiques se manifestent de différentes manières, à ces différentes échelles que vous venez de citer. Au Sénégal particulièrement, nous avons la salinisation des terres. Si vous allez dans la plupart des zones, que ce soit en Casamance, dans le bassin arachidier, Sine Saloum, ou même dans les Niayes, ou dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a beaucoup de terres dégradées à cause de la salinisation et de certaines pratiques non communes, disons non durables. Au-delà de ça, au-delà du Sénégal, nous avons, il y a l'avancée de la mer également, qui est perçue comme étant, par exemple, un signe très fort, dû simplement aux conséquences que l'on attribue au réchauffement climatique lié à l'effet de serre. Donc, ça revient encore aux pratiques certainement agricoles non durables qui contribuent grandement à cela. Sur le plan Afrique, nous avons vu le lac de guerre, le lac Tchad, par exemple, est un exemple palpable en termes de superficie perdue quand on suit l'évolution de l'occupation du sol à différentes dates. Donc, ça se manifeste de manière générale comme ça. Il y a les épisodes de sécheresse, d'irrégularités pluviométriques, des événements extrêmes, inondations, sécheresse, etc. Donc, globalement, voilà des manifestations qui sont très palpables de l'effet de ces changements-là. Disons que moi, je dirais plutôt que c'est une crise de notre rapport vis-à-vis de la nature. Pourquoi je le dis? Parce que je viens de vous donner l'exemple de l'agriculture. Par exemple, nos options agricoles, de mauvaises pratiques agricoles. Prenons un exemple très simple comme l'irrigation. Une irrigation excessive non maîtrisée, c'est-à-dire dans la vallée exemple, les lames d'eau apportées, si elles ne sont pas très bien gérées, très bien connues, ça peut créer un événement, c'est-à-dire remonter de la nappe qui crée une salinisation. Donc là, il se pose un problème de pratique. L'autre chose, c'est dans les options comme le conventionnel où on utilise énormément ces produits dérivés, ces produits chimiques. On utilise aussi des pratiques de grande culture, de monoculture, donc qui détruisent naturellement le milieu, détruisant ainsi les caractéristiques de ces milieux et la biodiversité. Et nous, on perçoit cette biodiversité de manière générale, c'est la diversité des formes de vie comme étant des sources de ce qu'on appelle des services écosystémiques. Par exemple, les plantes sont perçues comme, par exemple, source d'oxygène. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Les plantes nous pourvoient en aliments, en nourriture donc. De manière générale, de manière globale, la biodiversité nous nourrit, nous donne de l'oxygène et nous filtre aussi la qualité de l'air ou la qualité de l'eau que l'on peut retrouver dans la nature. Globalement, voilà pourquoi nous pensons que c'est plutôt une crise de nos rapports due à nos mauvaises pratiques, nos mauvaises options qui nous ont amenés à ça, à dérégler. Si je reprends l'exemple du réchauffement, on attribue ce réchauffement à la présence excessive de gaz qu'on appelle à effet de serre. Et la plupart, comme le CO2, comme le méthane, CH4, comme également tout ce qui est protoxyde d'azote, ça émane de ce qu'on appelle nos pratiques mauvaises en général, élevage, agriculture non contrôlée, non durable. Voilà pourquoi je pense que c'est une crise plutôt liée à nos rapports avec l'environnement, à notre manque de considération, à notre manque de prise en compte de ce qu'on appelle les conséquences de nos actes sur l'environnement.
Alors, c'est vrai, l'Afrique est victime d'abord parce que l'Afrique contribue très faiblement à ce changement que l'on a noté. Très faiblement. L'Afrique, si tu vois l'agriculture de l'Afrique par exemple, elle n'a pas cette capacité à détériorer l'environnement comme ça vient d'ailleurs. Souvent, on dit même que notre agriculture, pour l'instant, est restée plutôt durable. Pourquoi? Parce que nos paysans en général, avec de faibles moyens, conjuguent avec la nature, à quelques exceptions près. Ils laissent des arbres dans leur système. On a ici des parcs qu'on appelle des parcs à Federbia. Ça veut dire qu'on associe des arbres à des cultures. C'est une forme de biodiversité. On associe les champs. Dans les champs, on associe parfois des cordiales pinata qu'on appelle le dimb. Donc, il y a une grande diversité de parcs agroforestiers, par exemple, au Sénégal qu'on connaît et qui vont jusqu'au Mali et parfois ailleurs où on a d'autres, le Néré, etc. Cela signifie quoi pour moi? Qu'en Afrique, notre agriculture quand même est restée à une certaine échelle qui est très importante d'ailleurs, une agriculture plutôt durable. Maintenant, la nouvelle réalité est l'arrivée de certaines multinationales qui exploitent des terres et qui en général s'inscrivent dans le conventionnel avec les pratiques qu'on a connues ailleurs et qui ont montré leurs limites et leurs conséquences sur la nature. L'Afrique, dans ce sens, je peux dire qu'elle a contribué faiblement à ce réchauffement, à ces changements globaux que l'on connaît. Maintenant, de l'autre côté, nous connaissons l'Afrique comme étant une grande source de biodiversité. C'est pourquoi c'est un paradoxe. Nous ne sommes pas responsables en grande partie des émissions et des conséquences, nous la subissons. De l'autre côté, si on prend les forêts en Afrique équatoriale et un peu partout, l'Afrique constitue quand même aujourd'hui également une grande, un grand réservoir de biodiversité. Il y a énormément de terres fertiles. D'ailleurs, ce qui justifie la venue de ces multinationales ici qui essaient d'avoir une disponibilité de terres pour produire afin de nourrir aussi leur population ou leurs acteurs. Voilà pourquoi je considère cela comme étant assez paradoxal quand même. Alors moi, je retiens, si je vous donne l'exemple de la Casamance par exemple, j'ai eu à visiter un village où j'ai trouvé un hangar d'engrais chimiques de synthèse qui date de Abdou Diouf, l'ère président Abdou Diouf. Quand on a essayé de comprendre, ils nous ont dit que c'est des gens qui n'utilisaient pas de l'engrais chimique de synthèse. Donc leur agriculture est restée, disons, plutôt naturelle. À la limite même, je peux dire biologique parce que c'est comme ça qu'on définit l'agriculture biologique, non l'usage de produits chimiques de synthèse. Donc la plupart du temps, les gens ne connaissent pas parce que leurs terres sont encore arables, fertiles, avec une bonne dose de matière organique. Les fonctions biologiques des sols évoluent bien dans l'ensemble. Donc ce qui fait que leur agriculture est restée plutôt, disons, une agriculture qui s'inscrit dans la durabilité contrairement à ailleurs. Vous voyez, même si maintenant il y a des limites, des contraintes font que la production globalement ne suit terme d'intrants de qualité. Alors, la dégradation des milieux naturels est un fait aujourd'hui, c'est progressif. Plusieurs actions peuvent être menées, surtout des actions qui doivent être des actions ciblées, en relation avec ce qu'on appelle les contextes de chaque milieu. Au Sénégal, aujourd'hui, les gens ont tendance à segmenter les différentes zones en fonction des potentialités et des problématiques qui se posent. Ça peut être une bonne option dans la mesure où il n'y a pas de solution adaptée à toute zone agroécologique, d'accord? Dans le Ferlo, par exemple, le Ferlo, c'est la zone nord du Sénégal. Il y a des caractéristiques pluviométriques qui sont très difficiles. Le sol assez pauvre parfois par endroits. Donc, il y a des actions comme celle de la Grande Muraille Verte, qui est une initiative certes panafricaine, mais le Sénégal essaie quand même à son niveau, à son rythme, d'essayer de changer la tendance à travers des approches qu'on appelle forêts communautaires ou disons des mises en défense et aussi la création de réserves communautaires qui permet et qui joue ces enjeux-là de préservation et de conservation de la biodiversité. Le système de mise en défense consiste à clôturer un espace, à le protéger et à laisser la nature s'exprimer. Nous, nos recherches simples ont pu montrer qu'avec ces mises en défense, dans le temps, en moins de 10 ans, en suivant plusieurs espèces animales, de lézards et aussi la végétation globalement, on parvient à faire des corrélations entre reprise de la végétation et le retour de certaines espèces. Donc la diversité arrive, la diversité se développe. Ça va de pair puisque la végétation constitue un habitat. Donc ces actions de restauration des milieux contribuent à disons, renverser la tendance.
parce qu'on considère les forêts, les savanes comme étant des puits de carbone. Donc ça peut être dans ce sens. De l'autre côté, il y a la question de la salinisation. Moi, je trouve qu'il faut peut-être des espèces plus adaptées parce qu'il y a des cas concrets qui sont développés quand même au Sénégal. Je peux vous en citer. Il y a Kaïdara, par exemple, à Mbour, entre Mbour et Fatick. C'est une zone avec une certaine problématique, la salinisation, mais on cherche à mettre des espèces adaptées à valeur économique. Au lieu de dire que je vais, par exemple, disons, lutter contre la salinité d'abord, ensuite investir, on investit avec ce qu'on a, des espèces adaptées à ces conditions et qui soient des espèces productrices de revenus, ou bien pouvant gérer d'autres rôles de services écosystémiques comme des constructions, mais tout en essayant de curer, de diminuer cette salinité qui constitue un problème. Et le milieu peut évoluer progressivement, comme on le veut. Globalement, en Casamance, on peut trouver d'autres types de problèmes qu'on va essayer de régler de manière spécifique. Il y a des collègues de l'ISRA que j'ai connus qui ont travaillé à développer, je crois, des variétés beaucoup plus résistantes à la salinité. Donc, en quelque sorte, c'est une adaptation qui est nécessaire pour qu'on puisse aller vers cette résilience-là et continuer à faire face à ces changements globaux qui sont tellement une réalité à laquelle il faut faire face. Alors nécessairement, moi je le dis, j'ai la chance de parler devant des étudiants, parfois devant d'autres publics dans le cadre de formation quand je suis sollicité. Le message que je fais passer en général, c'est un message de conscientisation. J'ai été invité à faire cours en sciences d'économie au niveau des masters par exemple de DRC et aussi de la licence agrobusiness où j'ai en face de moi des économistes de base, d'autres profils. Alors, je dis que c'est bienvenu. Pourquoi? Parce qu'on fait de l'écologie. Certains se demandent, mais pourquoi écologie ici? À quoi ça peut nous servir? Et c'est justement là l'intérêt, parce que on fait le focus sur certains aspects. Par exemple, j'essaie de leur parler de facteurs écologiques et de ses relations avec la productivité. Tout de suite, ils voient l'économie derrière. Sans productivité, on ne peut pas gagner de l'argent. Sans de bons rendements, pas d'argent. Mais les conditions pour de bons rendements, c'est de garder ce qu'on appelle ces conditions du milieu que l'on appelle nous les facteurs de production. Et ça, c'est écologique. Donc, c'est un lien avec l'environnement, avec l'économie. Donc, si nous ne mettons pas ce lien-là, en pensant que notre économie aurait un frein, des limites, parce que simplement ces facteurs sont perdus à cause de la dégradation, on est en train de passer à côté. Voilà pourquoi nous avons intérêt à considérer les deux autres objectifs que sont le social et l'écologie ou l'environnement pour permettre de nous inscrire dans la durabilité afin de pouvoir soutenir cette économie-là le plus longtemps. Voilà un peu l'idée que je peux fournir par rapport à cette question. Donc la conscientisation, elle est importante. L'éveil des consciences, la prise en conscience que le milieu, les ressources naturelles constituent pour nous ce qu'on appelle des services écosystémiques. Sans ces services, on ne peut pas être dans le confort. Vous voyez, là je suis sur une table en bois, ça me plaît bien, je préfère être sur ça que sur autre chose. C'est un service. Ce confort-là que ça me donne, c'est un service au-delà de l'oxygène dont j'avais parlé et d'autres ressources alimentaires ou autres, ou même la beauté des mangroves quand on peut faire des safaris, la beauté de cette savane, etc., qui a une valeur économique derrière parce qu'on paye. Le touriste, par exemple, paye son billet d'avion, paye l'hôtel ici à Dakar, paye le taxi pour qu'il l'amène à Kédougou pour voir voyez, le parc des lions, etc. Toute cette économie-là, c'est à mettre dans le PIB, par exemple. Vous voyez ce que ça représente. Donc, la disparition de ces ressources aussi, c'est une perte de cette manne. Voilà comment nous percevons l'ensemble pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'ils sont en train de perdre en dégradant l'environnement.